Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission En marchant sur les traces des poilus, qui se déroule aujourd'hui d'une façon particulière, puisque je suis confiné comme vous. Nous ne pouvons donc filmer en extérieur actuellement, et d'un commun accord avec Romain, le réalisateur de la chaîne locale Rive 54 du Pays Haut de Longwy, que vous connaissez sans doute cette chaîne maintenant, puisque certains d'entre vous sont fidèles à nos émissions, nous avons décidé de ne pas baisser les bras, mais au contraire de les relever, et ainsi de continuer notre périple sur la Grande Guerre, l'histoire 14-18, celle qui nous passionne actuellement. Pour ce faire, vu que nous sommes dans une période de pandémie, terrible d'ailleurs, et que nous n'en voyons pas encore la fin, malheureusement, j'ai choisi un sujet, le sujet des épidémies qui ont eu lieu pendant la Grande Guerre. Et parmi elles, vous avez sans doute entendu parler de la variole, de la typhoïde. Eh bien, nous verrons plus particulièrement un fléau social et moral, à savoir les maladies vénériennes. Alors, durant cette Grande Guerre, des moyens sanitaires considérables furent déployés dès la déclaration de cette guerre, pour protéger tous nos soldats des risques sanitaires et aussi, bien sûr, de toute maladie contagieuse. À la fin de cette Grande Guerre, l'Institut Pasteur rend public un communiqué sur lequel, je cite, « C'est sous le feu des bombes que ces savants ont cherché à mettre la science au service de l'histoire », proclame l'Institut Pasteur en rendant hommage à ses chercheurs. Sans Pasteur et ses successeurs, les armées auraient été décimées par la typhoïde et autres paludismes. Poursuit cette institution en précisant que, grâce au vaccin, les pasteuriens, les adeptes donc de Pasteur, ses soutiens, ont sans doute évité au moins à 1 million de soldats de contracter la typhoïde qui sévissait durement à cette époque. Mais les pasteuriens ne furent pas les seuls à combattre ces fléaux, disons, ces fléaux du désordre social, du désordre dans nos armées, car le service de santé va mettre à disposition donc de nos armées des moyens considérables pour lutter contre toute forme de contagion, afin que nos soldats se sentent en sécurité pour eux et pour les autres, mais aussi, n'oublions pas, pour combattre également. Alors cette armée va lever 168 000 non-combattants. Il va s'agir des chirurgiens, des médecins, des dentistes, des infirmiers, des pharmaciens, tous enrôlés pour assurer au mieux la prise en charge des soldats blessés dans un minimum de temps afin de les secourir et en vue également de les remettre sur pied le plus rapidement possible pour certains d'entre eux pour qu'ils puissent retourner combattre l'ennemi. Et c'est ainsi que le service sanitaire va être mis sur pied dès le début de la guerre avec un personnel performant, un personnel dévoué,
à la cause du soldat qui part combattre sur le front. Certes, au départ, il n'était pas vraiment opérationnel, mais il va le devenir rapidement. Et c'est ce que narre l'historien Vincent Viette dans un ouvrage intitulé « La santé en guerre 14-18 ». Il rappelle que ces temps de guerre avec leur brassage incontrôlé des populations sont en général propices au développement rapide des épidémies. Au sein des armées, certes, mais aussi au sein des populations civiles, qui, elles, également, souffriront autant que nos poilus dans ce domaine. Et nous parlerons, bien sûr, des maladies sexuellement transmissibles qui voient le jour dès le début de l'entrée en guerre et qui sera la cause d'une grande hécatombe parmi nos troupes. Ce combat sanitaire connu, on s'en doute, un grand succès, bien sûr. Un vrai sujet qui préoccupe tous les militaires de haut rang, selon une communication faite en 1917 devant l'Académie de médecine. Le nombre des malades atteints par ce fléau fit un bond de 300% entre 1914 et 1917, et voire plus à partir de 1917. Certains historiens évaluent le nombre d'hommes affaiblis par ces affections, dites honteuses à l'époque, est évalué en gros à 250 000 hommes, soit l'équivalent de 6 corps d'armée décimés et ne pouvant pas combattre l'ennemi. Alors, l'autorité militaire, bien sûr, très affectée par ce domaine, s'empare du sujet à bras-le-corps et édite un glossaire de consignes où sont indiquées les dispositions à prendre tant du point de vue que de la morale. Ainsi, une courte phrase clôt ce petit livret sanitaire qui est remis à chaque soldat à l'époque. Je cite, « Ami, songe qu'une maladie vénérienne pourrait un jour être transmise par toi à ta famille, ta femme et tes enfants. Devras-tu avoir honte devant ta famille? Proclamer les consignes d'hygiène remises aux soldats. » Tout ça pour le faire réfléchir, pour lui faire prendre conscience, surtout au papa, surtout au chef de famille, comme on disait à l'époque. Donc de ne pas commettre l'irréparable. Et bien sûr, s'il ne pouvait vraiment pas se passer, disons, de ce plaisir naturel, humain, au moins de se protéger. Alors l'autorité militaire était contre la stigmatisation et la répression. C'est une manière intelligente de combattre ce fléau. Elles étaient conscientes que la morale et la culpabilisation ne pourraient bien sûr suffire à lutter efficacement contre ces terribles maladies. Il émergea alors une approche qui, après 60 ans, sera à nouveau d'actualité avec la lutte contre le sida notamment. La volonté de ne pas stigmatiser et la volonté de ne pas criminaliser. Et aussi de pourchasser ces contrevenants, disons, à la morale. La répression policière risquait, bien sûr, de masquer la réalité du phénomène en poussant les fautifs à se dissimuler, à dissimuler leur état de santé précaire dans lequel ils se mettaient. Évidemment, un poilu qui se sent menacé par la justice et la répression policière avait bien du mal à se dénoncer et à avouer qu'il avait commis cette faute. C'est ainsi que l'autorité militaire eut recours à l'anonymat. La décision fut prise dans les hôpitaux des services annexes.
Donc, ouvrir des services annexes, disons, sous couvert de l'anonymat, un terme volontairement vague, derrière lesquels se cachaient des consultations intimes et anonymes, et gratuites à toute personne, avec une lésion douteuse. Entre 1916 et 1918, la fin de la guerre, 119 services annexes furent ainsi créés en France pour essayer de contrôler et d'améliorer la situation des fautifs. En parallèle, fut mis en place des centres de dermatovénérologie dans les zones bien sûr militaires. Une évolution qui fit des médecins les premiers acteurs de ce combat contre ce fléau social et moral. Jusque-là, surtout combattu, qui était combattu, il faut le dire, par des mesures répressives. Le traitement médicamenteux a, d'une certaine manière, supplanté les mesures de police, fort heureusement. Alors, concernant ces maladies vénériennes, les femmes sont-elles en accusation? J'ai bien du mal, moi, finalement, à accuser cette gente féminine qui, nous l'oublions pas, a rendu d'immenses services pendant cette grande guerre. Celles qui sont restées dans les fermes pour cultiver, pour l'élevage, pour fournir la viande, celles qui sont allées dans les usines d'armement, les munitionnettes, qui fabriquaient à tout va de nombreuses munitions, même au risque de leur vie quelquefois, celles qui conduisaient les tramways, enfin, toutes celles qui ont participé à l'effort de guerre patriotique. Certes, il y a eu des femmes, bien sûr, de petites vertus aux mœurs légères, qui, profitant de la situation, ont vendu leur corps. Mais certaines de ces femmes-là, si elles ont vendu leur corps, c'était aussi pour faire face à la misère qui régnait à l'époque. Alors, du côté français, si l'armée prône l'abstinence, dans un premier temps, au nom de la morale chrétienne, pensez-vous, ça n'a pas suffi. Donc, ils en sont réduits, consciemment, à ouvrir des bordels militaires de campagne, faut dire le mot, avec, en son sein, des femmes ou des filles que le service sanitaire contrôlait, avec des visites périodiques, et aussi en fournissant aux poilus, aux soldats, donc des préservatifs. Ces maladies, ne l'oublions pas, pouvaient contaminer toute une foule de soldats et les rendre inaptes au combat. C'était donc un enjeu important. Les autorités de l'époque se plaignaient d'une augmentation phénoménale de la prostitution, et pour cause. Le petit soldat qui arrivait donc en permission, la première chose qu'il faisait, après avoir connu les horreurs, après avoir connu la misère des tranchées, la misère des combats, il se réfugiait bien sûr chez ces dames de petite vertu, pour avoir d'abord aussi un réconfort moral, une présence féminine à disposition pour certains d'entre eux, qui, en rentrant chez eux, peut-être ne pouvaient pas l'avoir aussi, ne pouvaient pas l'obtenir. Il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de célibataires et beaucoup aussi de soldats qui ont été cocufiés, il faut le dire. Alors, cette prostitution fut particulièrement très importante dès l'arrivée des Américains en avril 1917. Notamment, ça s'est vu dans les ports, dans les villes portuaires, où celles-ci les accueillirent à bras ouverts. Non seulement les villes, mais aussi, certes, des citadines
qui se mettaient tout de suite à l'ouvrage. Nous venons de voir le côté français concernant ces maladies vénériennes et le problème de la prostitution. Qu'en est-il du côté allemand? Dans les villes occupées, qu'elles soient moyennes, petites ou grandes, l'autorité allemande prit tout de suite à bras le corps ce phénomène. Car n'oublions pas que les Allemands régissaient la vie quotidienne des populations civiles qui étaient sous leur responsabilité. Et ces femmes de petite vertu aux mœurs légères, bien sûr, en faisaient partie. L'autorité militaire savait pertinemment que la prostitution était le loisir préféré de ces soldats, loin de chez eux, bien sûr. Et ça se comprend, humainement parlant. Et c'est pour ça qu'ils organisèrent une prostitution assainie, hygiéniquement parlant. Ils redoutaient que cette terrible syphilis contamine tout un panel de soldats qu'ils n'auraient pas pu combattre à l'issue de cette maladie ou au cours de cette maladie. La syphilis était le souci permanent des armées, qu'elles soient françaises ou allemandes ou autres. Même l'héritier du Reich, le Kronprinz, fit venir chez lui, du moins dans son état-major, ces dames, ces galantes. Donc, mais lui, il les prenait pas sur la voie publique. Il les faisait venir des maisons de tolérance qui étaient encore plus contrôlées que les femmes qui se prostituaient sur la voie publique, car les Allemands avaient à cœur, donc, périodiquement, de les faire contrôler dans leurs hôpitaux militaires ou par leurs médecins, donc ces femmes de petite vertu. Je vous retrouverai donc une prochaine fois pour une nouvelle émission qui sera consacrée, elle, au typhus. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. À bientôt, chers amis.